Les grands enjeux sur SS Docteur TV, bienvenue à ce nouveau numéro. Drogue, alcool, autres stupéfiants, tout y passe. Le phénomène devient de plus en plus galopant et alarmant. Si sous d'autres cieux, cela n'émeut plus les gens parce que rentrer dans les habitudes, dans les cultures, eh bien, chez nous sous les tropiques, ça reste un phénomène très préoccupant et voire dangereux sur l'évolution donc de la couche la plus jeune. Eh bien, de quoi il est question? Nous parlons de la toxicomanie en milieu scolaire, causes et conséquences, avec nos invités, Monsieur Sumdanatom Lelang, il est le directeur du centre de traitement vie et santé. Bienvenue. Merci, monsieur. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait une longue route, je vais le préciser tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Également avec nous au plateau, Clément Blantaré. Il est physiologue dans le même centre CTVS, donc Centre de traitement vie et santé. Bienvenue. Merci, monsieur Sifou. Vous êtes un habitué de nos plateaux. C'est monsieur Sumdanatom qui est le nouveau, on va le baptiser. Comment vous trouvez nos installations? Très joli. Ah, d'accord. Et confortable. Ben merci, sentez-vous à votre aise. Nous allons donc y aller avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est vrai, la toxicomanie, ça reste un phénomène préoccupant. Voyons un peu, disons, dans cet élément, comment la chose se présente sur le continent, au Togo, et voilà, dans le monde entier. Dans les cours de récréation et salles de classe, un ennemi silencieux gagne du terrain. Il s'agit de la toxicomanie. Un fléau qui ronge la jeunesse s'infiltre insidieusement dans les établissements scolaires, mettant en péril l'avenir de toute une génération. La consommation de substances psychoactives en milieu scolaire est devenue une préoccupation majeure à l'échelle mondiale. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONU-DC, en 2021, la prévalence annuelle de l'usage de cannabis chez les jeunes de 15 à 16 ans était de 5,34% contre 4,3% chez les adultes. Au Togo, le phénomène prend de l'ampleur et devient alarmant, notamment dans les grandes villes où des substances comme le tramadol, le cannabis ou encore les drogues de synthèse circulent parmi les jeunes. Selon une enquête réalisée en 2020 par l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement au Togo, 64,11% des 500 jeunes interrogés consomment régulièrement de l'alcool, 17,94% des drogues, 8,27% fument des cigarettes et 17,4% consomment de la cocaïne. Une autre étude révèle que plus de 80% des élèves ont consommé de l'alcool ou du tabac au moins une fois au cours des derniers mois, avec une répartition presque égale entre garçons et filles, soit 51% et 49%. La montée inquiétante de cette toxicomanie en milieu scolaire n'est pas sans danger tant sur la santé des jeunes que sur leur parcours éducatif et social. Les conséquences sont multiples, notamment les troubles cognitifs, la dépendance, les comportements violents et complications psychiatriques. Sur le plan scolaire, la toxicomanie conduit à l'absentéisme, à la baisse des performances et à l'exclusion sociale. Face à cette crise, plusieurs approches sont envisagées, notamment le renforcement de la sensibilisation dans les écoles, le suivi psychologique des élèves à risque et une répression plus ferme du trafic au bord des établissements. Mais la clé reste l'implication de toute la société pour protéger la jeunesse de ce fléau. Il ne s'agit plus seulement de condamner, mais d'agir collectivement, car protéger la jeunesse, c'est garantir l'avenir d'une nation. Retour donc au plateau avec nos invités. Monsieur Sumdanatom, c'est vrai, quand on dit centre de traitement vie et santé, on a envie de savoir ce que c'est, pourquoi ce centre parle de toxicomanie. Merci pour la parole. Et le centre de traitement vie et santé est un centre de désintoxication qui est spécialisé dans la sensibilisation sur les méfaits des substances psychoactives et la prise en charge, le traitement. Et je précise que le traitement, beaucoup plus le traitement, on fait la psychothérapie, l'accompagnement psychothérapeutique, Oui. l'accompagnement physiothérapeutique et aussi la diététique. Nous avons remplacé
les médicaments pharmaceutiques par la science de la diététique. Parce qu'on s'est dit que il faut à un moment donné qu'il faut qu'on essaie de... La science évolue, il faut qu'on évolue également, qu'on puisse essayer de combattre la drogue par un traitement naturel et non combattre la drogue, les addictions aux drogues par la drogue. Ouais. C'est vrai que les neuroleptiques, comme on les appelle habituellement, ces médicaments, qu'on donne à ceux qui souffrent des troubles mentaux, on ne veut pas dire des malades mentaux, le terme a évolué d'ailleurs, on ne le dit plus. Des troubles. Voilà, des troubles mentaux. C'est vrai que ces personnes-là, il faut les accompagner autrement et non leur administrer encore des drogues. C'est comme prendre le feu pour combattre le feu. Et vous êtes en train de sortir donc de cette logique-là. On comprend aisément. Monsieur Blantaré, c'est vrai que quand on va parler de la toxicomanie, on va dire le toxicomane, qu'est-ce qu'on met derrière tous ces vocables? Oui, merci beaucoup. Quand on va parler de la toxicomanie, et particulièrement du toxicomane, en fait, la toxicomanie elle-même, c'est une consommation répétée. D'abord, il faut noter qu'elle est répétée et qu'elle est excessive d'une ou plusieurs substances. Donc, la personne peut consommer une ou plusieurs substances, et ces substances sont des substances toxiques. On peut parler d'aide analgésique, des psychotropes ou des excitants que la personne consomme et qui ne sont pas justifiés thérapeutiquement. Donc une consommation répétée, excessive, d'une ou plusieurs substances toxiques et qui ne sont pas justifiées thérapeutiquement. Et à la longue, on va constater une addiction incontrôlable. La personne ne peut plus se contrôler dans la consommation. Ça devient une accoutumance à un moment donné et on finit par tomber dans la dépendance. Voilà, c'est-à-dire une vraie dépendance sexuelle où la personne ne peut plus se passer de la chose. La personne ne peut plus se passer, la personne ne peut plus reconnaître les méfaits de la chose. C'est devenu une consommation naturelle, même au-delà du naturel exigé. Vous pouvez rien faire pour que la personne ne consomme. Si la personne ne trouve pas la chose, c'est la guerre. Elle ne trouvera aucune raison qui puisse justifier qu'elle ne consomme pas. Même si elle n'a pas l'argent, elle doit consommer. Même si elle n'a pas les moyens, elle doit consommer. C'est-à-dire que pour lui, en ce moment, cet excitant est plus vital, est plus important que l'alimentation. Oui, c'est au-delà de l'alimentation parce que d'ailleurs, puisqu'il est devenu inconscient, c'est incontrôlable, l'accoutumance est arrivée, le temps de l'accoutumance est passé et ça devient une consommation, une dépendance. Lui-même n'a plus de pouvoir sur ce qu'il vit. C'est l'extérieur. Nous constatons qu'il souffre, mais lui, et même s'il arrivait à constater, il ne peut pas ne pas consommer. C'est-à-dire que ça va toujours le démanger et pour se calmer, peut-être c'est cet excitant-là qu'il faut. Pour se calmer, il faut lui donner l'excitant. Et pour lui rendre heureux, il faut lui donner l'excitant. Il se remplit, il faut encore lui donner. Et il a l'impression que ce qu'il a pris hier, s'il a pris 2 hier et que ça lui a suffi, aujourd'hui, vous lui donnez 2, ça ne lui suffit pas. Et il en demandera toujours encore et plus encore. La consommation devient de plus en plus importante, mais la satisfaction devient de plus en plus faible. C'est-à-dire qu'il n'est pas de plus en plus, il est insatisfait de la quantité consommée, alors que la quantité, elle autre, va en augmentant. Voilà un goulot d'étranglement dans lequel on est, un cercle vicieux totalement. Vous avez un mot à dire de Oui, bien sûr, pour ajouter, en fait, c'est un état de désintoxication, d'intoxication plutôt, engendré par une consommation répétée, excessive des substances psychoactives, c'est-à-dire que les drogues, on peut citer l'alcool, le tabac, cannabis, crack, ainsi de suite. Et puis, ces substances entraînent, comme il a dit, une forte dépendance. C'est-à-dire qu'on observe un état compulsif. Et puis, comme il a dit, la personne est toujours insatisfaite, elle veut toujours. Et parfois, pour ajouter, il y a des cas de personnes qui sont conscientes à un moment donné, lorsque ces personnes se rendent compte que cela affecte leur santé,
et ces personnes veulent abandonner, mais elles n'arrivent pas. C'est-à-dire que l'organisme s'est déjà accoutumé, comme l'a dit M. Blantaré, c'est plus qu'un besoin, c'est une nécessité permanente où l'organisme va en demander à chaque fois. Et donc, comme il le dit, on n'est plus sous son propre contrôle. Mais pendant ce temps, vous les avez côtoyés sûrement. Comment va-t-on reconnaître cet individu, un toxicomane qui est devant nous? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître? D'accord. Bon, il y a plusieurs cas. Donc, il n'y a pas un critère spécifiquement figé. Ou bien un signe précis où on dit ce signe renvoie justement à ce profil. Puisque si je donne par exemple un cas dépressif qui peut être un symptôme, mais on peut trouver les causes sont multiples. Voilà. Il y a des gens qui consomment les substances et puis ils se trouvent dans la dépression. Il y a d'autres qui ont des problèmes relationnels, des conflits relationnels, ils se trouvent aussi dans Donc, ce qu'on peut dire, c'est on observe au niveau du comportement, de la normalité au niveau du comportement, parce que la substance affecte d'abord le cerveau, l'intellect, l'intellect, le système nerveux central et aussi le comportement. Donc, et puis lorsqu'on voit que le comportement devient anormal dans la société ou dans le milieu où la personne évolue, on peut commencer par émettre des hypothèses, se poser des questions, est-ce que la personne n'est pas en train de consommer des substances qui affectent, qui ont consisté à modifier son comportement, qui a changé tout d'un seul coup. Je donne un exemple, un enfant qui va à l'école et puis tout le temps, il va bien, il n'est pas malade, mais tout le temps, il a des troubles de mémoire, il a des problèmes de somnolence, et il présente un comportement totalement différent par rapport à son comportement habituel. Et lorsque généralement on fait les parents mènent leurs enquêtes, ils se rendent que parfois la personne se drogue, il prend une substance comme par exemple du cannabis. Et puis voilà quoi. Et puis, puis ça fait que ça devient un problème non seulement familial, un problème de santé publique. Alors, c'est vrai que l'individu change totalement. Oui, M. Blantaré, l'individu change totalement. Comme on l'a dit. Vous avez un enfant qui frétille habituellement, qui devient plutôt peut-être trop calme. Oui. C'est un exemple. C'est qu'il faut d'abord remarquer que ce changement ne commence pas brutalement. D'accord. C'est un changement progressif et avec l'âge. Et il faut dire que les signes qu'on note ne sont pas des signes figés, comme l'a dit le directeur. Ce sont des signes, quand on les retrouve, ça attire l'attention. À travers ces signes, vous pouvez mener plus d'enquêtes pour voir si votre enfant est réellement un enfant qui va vers les substances. Parce que si vous attendez qu'il soit dépendant, là les signes sont visibles. Et vous aurez un enfant qui se cache comme s'il avait une dépression alors qu'il n'a aucun problème familial, ou bien il n'a pas d'autres des raisons à ce qu'il s'isole totalement des autres, ou bien où il a des heures spécifiques où il n'est pas avec vous, où il devient un enfant qui fait l'école missionnaire, où il a des compagnies. Donc, quand vous voyez dans ses relations, quand vous voyez dans son comportement, et vous vous approchez, vous pouvez vous rendre compte des odeurs sur lui. Vous pouvez vous rendre compte qu'il a d'autres types de connaissances que vous ne l'avez pas enseigné. Mais vous vous rendez compte que c'est comme quelqu'un qui se met à fantasmer ou bien à apprécier de trop le fait qu'on ait beaucoup d'amis, le fait qu'on soit français, le fait qu'on soit... Ça voudrait dire qu'il a vu quelque chose qui lui a intéressé. Ce qu'il a vu, ça lui a intéressé, peut être aussi attiré par une substance. Mais il ne vous dira pas, quand je suis allé chez mon ami français ou chez mon ami, excusez-moi le choix, c'est pas... chez mon ami chinois. Oui. Donc, lorsque il vous indique, ou mon ami X, s'il apprécie de trop, alors que vous remarquez que cette compagnie, ce n'est pas des élèves qui donnent les meilleures moyennes. Vous lui conseillez le mieux, mais il a l'impression que oui, il veut bien, mais entre-temps, il veut aussi être avec la personne, que vous trouvez que la personne ne se donne pas vraiment à l'école. Oui. Vous pouvez fouiller, voir qu'est-ce qui explique cette relation.
Vous n'allez pas être agressif, mais vous fouillez, vous essayez de l'accompagner et vous découvrez peut-être qu'il a un intérêt qui est quoi? Une substance, soit l'alcool, soit le tabac, soit une drogue ou une autre substance qui l'attire. Oui. Oui, Je vais donner un exemple. Il y a un cas, et nous avons eu un cas où les parents, l'enfant était toujours brillant à l'école, il était dans les 5 premiers depuis son enfance jusqu'à la classe de terminale. Et il se trouve que, arrivé en classe de terminale, il y a un problème. Les résultats des examens ont chuté. Et jusqu'à ce qu'il ait échoué pour sa première fois. Les parents, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a échoué, bon, c'était un peu compliqué jusqu'alors. Et à ce moment-là, normalement, si les parents étaient bien informés, ils devraient essayer de pouvoir creuser, se rendre compte que l'enfant avait commencé par prendre des substances psychoactives. Oui. Et malheureusement, plus les années passaient, ça s'empirait. Et il a fait 7 fois la classe de terminale. Un enfant brillant à l'école. Et puis, plus tard, maintenant, ils se sont rendus compte que l'enfant souffrait, était addict. Il prenait plusieurs drogues. Oui. Et puis, ça fait que c'était vraiment difficile. Heureusement, Dieu merci, on l'accompagne maintenant. Alors, ce que vous dites là, ça pose un réel problème. Bien sûr. Qu'on va dire d'observation, de veille bien sûr, au niveau des parents. Au niveau des parents. Au niveau aussi des enseignants également qui peuvent alerter. C'est avoir l'œil, avoir également le flair. Ouais. Mais comment est-ce que la situation se présente chez nous au Togo? Il y a eu des cas où on a signalé de la saisie de drogue chez des enfants dans des établissements scolaires. Mais quel est le vrai visage de cette situation, de ce phénomène chez nous ici au Togo? Oui, vous savez, lorsque aujourd'hui, si nous prenons la santé mentale au Togo, il y a un programme qui régit cette partie que l'État a mis en place, et PNAP, qui fait un bon travail. Aujourd'hui, avec ce programme, on assiste à plusieurs points focaux dans toutes les préfectures où on a des psychologues, des psychiatres qui sont là au service de la population pour essayer de pouvoir aider et répondre à ce fléau-là qui est en train de pouvoir aggraver la situation par rapport à ce problème de toxicomanie. Bon, maintenant, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, maintenant, pour revenir à la question, c'est quoi? C'est que en fait, il n'y a pas encore une étude de façon concrète. Voilà, on ne dispose pas de données, statistiques. C'est l'éternel problème, on va dire, mais des pays africains où il n'y a pas de données. Mais on sait que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Ou chez certaines couches habituellement où on ne va pas, c'est-à-dire que la consommation excessive des substances psychoactives qui devient de plus en plus récurrent. On imagine d'ailleurs que chez vous, à Notière, parce que je précise, votre centre est basé à Notière, vous avez fait une longue route, je le disais dans mon introduction, à une centaine de kilomètres de la capitale Lomé. Notière donc, ville réputée productrice d'ananas. J'espère que vous en avez beaucoup amené au monde et que le coffre en sera rempli. Alors, M. Blantari, c'est vrai, à Notière, on peut dire, il y a encore quelques années, on ne peut pas soupçonner que certaines couches, on va dire, certains âges, on va le dire comme ça, puissent s'adonner à ce phénomène, mais aujourd'hui, ça paraît répandu. Oui. Et ce n'est pas un problème exclusivement nôtre. Oui. Il est d'abord venu et il est d'abord élargi. Au niveau mondial, pour une étude de l'Office des Nations Unies l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et les crimes a noté dans une étude de 2023 qui est publiée le 18 juillet 2023 que il y a en Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a une augmentation de 23% dans les 10 dernières années.
Et sur cette augmentation de 23% en 10 ans, on remarque qu'il y a aussi une augmentation de sollicitation de prise en charge. C'est-à-dire que de troubles liés aux substances psychoactives. Oui. Donc, il y a 45% d'augmentation de troubles liés à la consommation de substances psychoactives. Wow. Et parmi les 45%, on a seulement environ 1% qui sollicitent les services pour le traitement. Donc les gens vivent dans la clandestinité. Oui, les gens vivent dans la situation et même la prise en charge dont nous parlons, on parle de la prise en charge des troubles liés à la consommation. Ce n'est pas encore la prise en charge de la cause. Oui. Donc c'est un accompagnement, on va dire. Tout à fait. C'est quand les gens sont tombés dedans. Ils sont dans le tunnel, qu'on essaie de les accompagner, à en sortir. Ouais, Oui. juste, Maintenant, vous allez, comme je l'ai dit, vous allez remarquer que au Togo, vous l'avez posé comme question, l'étude qui s'est avérée ou qui a été réalisée était beaucoup plus sur la consommation de l'alcool. D'accord. Et qui a noté que beaucoup plus les taximans, c'est-à-dire que ceux qui sont des conducteurs, étaient les plus retrouvés. Mais comme nous parlons des élèves, il faut noter que c'est la tranche d'âge où on fait la première expérience. Entre 11 à 19 ans, les enfants expérimentent au moins une fois. Puisqu'on dit que 80% des enfants, selon cet âge, consomment au moins une fois l'alcool ou bien une autre substance. C'est ça. Et la consommation de l'alcool est venue en premier lieu, quel que soit l'âge donné, mais la consommation est plus remarquée entre 20 à 39 ans. Toutes ces personnes sont les plus consommateurs. Bien qu'on dit qu'on fait la première expérience entre 11 à 19 ans, déjà à 20-39 ans, l'addiction commence. C'est-à-dire que ces personnes deviennent addictes déjà. Oui, c'est vrai que 10 ans de recul, on imagine que ça s'est installé et que l'habitude s'est vraiment ancrée dans les mœurs. J'enchaîne les mots comme ça pour dire que il y a une sorte d'éternité qui s'installe, ou voilà, de continuité, où la personne véritablement, comme vous l'avez dit dans vos premières interventions, devient en fait, dépendante, va demander encore, va exiger, va réclamer. C'est dans cet âge de dépendance qu'on remarque l'individu, que la famille peut se rendre compte que celui-ci, il prend une substance. Alors c'est comme un cancer qui est resté asymptomatique, silencieux, et c'est 10 ans après que les symptômes se font jour et on se rend compte qu'il y a un cancer. Oui, ok. Je voudrais même aussi ajouter aussi que parfois même 10 ans même pour certains cas de substance, c'est trop même, c'est trop loin. Puisque lorsqu'on prend par exemple la question de l'addiction, vous allez voir qu'il y a des gens parfois 1 an déjà, lorsqu'on leur demande d'abandonner cette substance, bien que ces personnes aient les informations de la dangerosité de ces substances, déjà, ils ont des difficultés à abandonner. Or, l'addiction commence par là. L'incapacité à abandonner la substance. Parfois même 6 mois, 8 mois. Et puis, ça dépend aussi des substances. Et peut-être de l'organisme de chacun. Exactement. Il y a plusieurs facteurs. Et là encore, c'est comme dans le cas de l'alcool où quelqu'un peut prendre jusqu'à 2, 3, 4 verres sans trébucher. Mais il y a certaines personnes, il suffit d'un petit verron et puis écoute. Et donc là encore, faut dire que on n'est pas forcément égal en termes de la consommation, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes capacités déjà. Déjà, il y a ce problème qui s'oppose. Et donc, en y allant, faut surtout pas chercher à imiter les gens. On le verra dans les solutions. Ce qu'il faut dire aux uns et aux autres, oui, monsieur Blantaré. Oui, c'était de préciser que, comme nous parlons du milieu reculé, on pourrait se dire que les addictions ou bien la prise des substances licites ou illicites, les drogues, particulièrement l'alcool, pourrait être une question des personnes qui ont les moyens. Mais nous avons remarqué tout de suite que c'est beaucoup plus à l'âge adolescence. Il faut remarquer que même si dans nos milieux, nos cultures, nos comportements aussi invitent à la consommation
des substances. Parce que lors des réjouissances, il y a des fêtes traditionnelles, il y a où on reçoit les convives, il y a toujours du sorabi ou du tchouk. Hein, d'accord, qui a bon marché. De toute façon, ça coûte rien aujourd'hui de se payer un verre de sorabi. Le concovi, comme on dit, c'est 50 francs. Vous ouvrez le rideau blanc, donc vous êtes servi. Et on voit de plus en plus de jeunes. C'est vrai, on a indiqué une cible importante qui est celle donc des taxis, la catégorie donc des conducteurs de taxi moto surtout, et puis des taximens, vous l'avez dit. Est-ce que peut-être parfois vous le dites, le milieu social, mais peut-être certaines tâches, certains travaux aussi pourraient être, on va dire, des causes. Au fait, que je venais de dire que l'étude a montré que les conducteurs de taxi moto étaient les plus ouais. Mais au fait, il faut analyser l'événement. Qui sont-ils qui conduisent? Oui. Nous sommes en train de parler des élèves. Oui. C'est des personnes qui, entre-temps, ne supportent plus les bancs, par exemple, et qui choisissent une profession, puisque ce n'est pas une profession préférée, pour certains et pour la majorité, excusez. Donc, ils s'y retrouvent, ils n'ont même pas, la majorité ne sont même pas dans les syndicats de taximans, mais donc, ils se disent, je vais passer par là, et ils le font, et ils retombent. C'est pour dire que l'addiction commence sur les bancs. Entre 11 à 19 ans, on est sur les bancs. C'est quand ça ne va pas, les parents, la société, on va rejeter la personne. Pour se défendre dans la vie, il est obligé d'aller vers ce métier-là. Et maintenant, le métier lui-même, puisqu'il se cherche pour trouver une solution, il n'arrive pas à trouver la solution, ça devient un cercle vicieux. Et il pense qu'il faut continuer. Et les soucis de la vie vont aussi encourager certains à continuer. Et si entre-temps, il n'a pas enceinté une fille pour augmenter encore? Oui, en fait, pour ajuster... Ça fait sourire, mais ça est un phénomène très, très préoccupant et grave, hein, c'est un problème grave. Oui, effectivement. Même si vous prenez, vous consultez les données du gouvernement français sur la question de l'addiction. Aujourd'hui, on estime 6% de la population mondiale serait addict à des substances psychoactives. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Plus de 296 millions de personnes seraient addictes à des substances psychoactives aujourd'hui dans le monde entier. C'est-à-dire que... D'après la même source. Et si nous prenons par exemple l'Organisation mondiale de la santé, et eux ils précisent, ils disent qu'entre 12, entre 15 et l'âge, entre 14 et 15 ans, des personnes, on a observé que il y a beaucoup de personnes qui ont une fois eu la mauvaise opportunité de consommer de la drogue. Vous dites la mauvaise opportunité. Vous dites la mauvaise opportunité. Ce n'est même pas une opportunité. C'est pourquoi il dit mauvaise. Oui. Effectivement, on est dans une situation où on va se demander, mais qu'est-ce qui peut expliquer cette ampleur du phénomène? Et plus encore en milieu scolaire, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs, si nous prenons par exemple les facteurs moraux, il y a la question d'affectivité. L'affection, les enfants, vous savez, lorsqu'il y a une crise conjugale, le foyer, le papa et maman se chamaillent, et l'enfant cherche l'affection parentale, ne trouve pas, et il se trouve il cherche, il ne trouve pas. L'environnement familial torride, donc malheureusement, chercher ailleurs. Maintenant, lorsqu'ils rencontrent des amis qui n'ont pas malheureusement une bonne éducation, et ils vont dire, écoute, tu vas prendre, ça va te consoler, tu vas oublier, ça va te faire du bien, et puis c'est comme ça. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas informés. Il y a une manque d'information flagrante. C'est sérieux, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'il y a un problème de manque de sensibilisation vraiment notoire qu'on observe au niveau de l'éducation des enfants. Je me rappelle notre professeur d'addictologie qui nous disait que l'une des causes, lorsqu'on cherche les causes d'addiction
généralement dans les écoles où ça commence avec ces problèmes-là. C'est-à-dire que ce n'est pas en classe, bien sûr, en dehors des classes, pendant les pauses, les amitiés, les mauvaises fréquentations, et ça se développe, et puis ça se contamine, et ça prend de l'ampleur. Donc, j'ai parlé, il y a les problèmes d'ordre moraux, oui, où j'ai parlé de l'affection, manque d'amour, manque de soutien, et il y a aussi le problème au niveau de l'école aussi. Il y a lorsque parfois il y a un échec au niveau des études, il y a lorsque la personne, l'élève, n'a pas été compris, il peut chercher des récompenses auprès certains amis de mauvaises influences qui peuvent les drainer, diriger vers ces substances. En fait, on va chercher en dehors donc des problèmes moraux. Ouais. Le milieu scolaire lui-même, d'ailleurs, peut être, disons, on va dire, un microcosme de prolifération. C'est-à-dire qu'on va chercher toujours un supplément d'âme, on va chercher une réponse qui peut-être n'est pas en réalité à celle qui est indiquée pour la cause, mais qui va se retrouver dans des substances qui sont pignon sur rue, parce que, en fait, en réalité, c'est pas des choses aujourd'hui qui sont rares. Au fait, si nous voulons en discuter davantage, ça prendra assez du temps. Il faut noter que il faut d'abord aller chez l'individu. Quitte à revenir, hein, c'est un problème important. L'individu, chez l'individu, on parle du milieu scolaire. D'abord, parlons du fonctionnement de l'organisme. Quand l'enfant grandit, il a d'abord un âge où il se cherche dans la vie, il cherche à comprendre la vie, en fait, quoi. Ça c'est le physiologue. C'est le physiologue qui a parlé. C'est très important, oui. Il voit les choses, il est fantasmé. Le garçon veut être le papa, la fille veut être la maman. On commence par idéaliser l'avenir. Et lorsque on est en milieu scolaire, dans le cursus de son évolution, les parents commencent à faire confiance à l'école, en fait, qui encadre les élèves et autres. On se décharge, on dit l'école fera le reste. Puisque moi j'ai pourvu les besoins élémentaires. L'école fera le reste. Les vacances, l'enfant devient perturbant. Quand la rentrée arrive, on est heureux. Et donc, le moment arrive, l'âge de la puberté, entre 9 à 12 ans. Ça commence là. Et en même temps que la puberté commence, c'est l'adolescence, et qui va jusqu'à 22 ans. Donc, c'est pourquoi, entre 11 à 19 ans, on retrouve que chaque enfant, 80% des enfants font au moins leur expérience de consommation. Parce qu'à un moment donné, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Qui fait l'expérience. Nécessairement, ce n'est pas qu'il y ait un besoin qui n'est pas comblé, mais c'est qu'on veut faire l'expérience. On est heureux de devenir grand. Par exemple, l'alcool. Oui, on veut goûter à tout. On veut goûter quand même. On veut goûter ce qu'on a entendu dire, ce qu'on n'a pas vu. Et quand l'autre dit, moi j'ai consommé, et que toi tu n'as pas consommé, c'est comme tu n'es pas encore adulte, quoi, voilà. En fait. Donc, c'est l'expérience. Et l'expérience peut faire en sorte qu'on peut se répéter l'expérience. La répétition de l'expérience, comme on dit que c'est une substance addictive, la substance va rendre donc l'enfant addict à un moment donné. Parce que le premier effet qu'on a senti, ou on a senti qu'on a fait planer un tout petit peu, a donné l'impression de plus de vigueur, de force, on va dire, d'assumation de soi, où on dit, c'était bien. Alors, quand on a un petit souci, on dit, cet effet-là que j'avais ressenti peut-être pourrait être la solution à mon problème. Vous remarquerez que lors des semaines culturelles ou bien d'activités culturelles ou d'autres rencontres des élèves, chacun va vouloir manifester quelque chose de particulier et qu'il voudrait être identifié par comme une légende par rapport à la chose. Voilà, donc surtout quand on convoite une jeune fille dans le exactement. Groupe, il faut l'impressionner. Il faut l'impressionner. Le garçon, et là, la prise de l'alcool commence là-bas. C'est le jour là où on se partage des choses et la prise de certaines substances commence là. En dehors de cela, il faut voir la famille. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, les familles commencent par démissionner, mais pas de leur volonté, mais involontairement. Parce que on nous arrache une certaine forme de notre culture et qu'on nous copie une autre, dont nous ne maîtrisons pas. Finalement, l'éducation de l'enfant, on ne sait plus
si c'est l'école qui va l'éduquer sur une certaine forme d'un autre système de vie, ou bien c'est la culture dans laquelle il est né. Et je donne un exemple. Vous êtes de la région septentrionale, vous êtes né au plus bas du pays, mais vous n'avez non plus votre culture de là, vous n'avez pas non plus celle d'ici, mais on vous présente une autre à l'école. Et donc, tout ceci a des influences sur l'éducation que l'enfant va avoir. Et à un moment donné... Alors, il y a ce manque d'identité culturelle. La recherche de l'identité, bon, si vous lui parlez du fait qu'il est du septentrion, il doit se comporter comme ça, il va te dire qu'il a plutôt grandi dans celle autre. Dans celle autre, il va te dire après tout que, en fait, on a enseigné ceci à l'école. Donc, finalement, il n'y a pas cette crainte qu'on aurait eu de dire quand le grand frère parle, c'est le grand frère qui parle. Quand le maître parle, c'est le maître qui parle. Quand quelqu'un de la société qui est plus âgé que moi parle, c'est lui qui parle. De sorte que, bon, les parents pensent que les enseignants peuvent les aider. Or, les enseignants ont peur parce que s'ils agissent, voilà. Il y a des règles qui vont... Il y a des règles qui fluidifient et qui entravent le fait que chacun puisse agir et éduquer. Et donc, aujourd'hui, on a véritablement un problème d'encadrement des enfants. On a un problème d'encadrement des jeunes, on va dire, scolaires, au point que, en réalité, les responsabilités sont rejetées d'une catégorie, sinon d'un pan à un autre. Le parent qui se dit, j'ai fait ma part, l'enseignant dit, de toute façon, je ne vais pas aller changer un individu de par ce qu'on lui a inculqué à la maison. Je me charge juste de lui donner l'instruction. D'accord? Son éducation, c'est pas forcément mon problème. Alors qu'en réalité, nous sommes tous appelés à faire les deux. Autant vous éduquez l'enfant à la maison, il arrive à l'école, il reçoit l'instruction, vous l'attendez à la maison, vous évaluez également. Ça permet de jouer un peu le rôle de gendarme. Est-ce que le problème aujourd'hui, il ne se résume qu'à ça, ou bien il y a d'autres raisons, parce qu'on sait que la disponibilité aussi de ces substances psychoactives fait que, voilà, on n'en demande pas beaucoup pour en avoir. On tourne à gauche, il y en a, j'ai dit, c'est pignon sur lui. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent. J'ai vu plusieurs études en ligne sur les causes, même... il y a par région le taux de toxicomanie dans les 5 régions, l'une qui varie à une autre, ainsi de suite. Mais au niveau des facts, comme je l'ai dit, l'analyse, lorsqu'on observe toutes les informations que nous avons aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de facteurs. Comme vous le venez de le souligner, il y a un problème de responsabilité au niveau des parents, il y a un problème de responsabilité au niveau des enseignants, de l'école, il y a un problème de responsabilité aussi au niveau de l'État, chez tout le monde. En fait, on ne peut pas donner la responsabilité à une telle personne catégorie. Ce n'est pas imputé donc à une seule entité. À une entité, c'est tout le monde. C'est toutes les entités. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, il faut que tout le monde puisse... Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective générale. Pour que tout le monde puisse dire oui. À un moment donné, je donne un exemple. Oui. Moi, je suis producteur je vends de la boisson. De la boisson, oui. Et je sais que il y a des gens qui viennent boire et ils ont des problèmes d'addiction. Mais j'ai besoin d'argent. C'est par là que je gagne ma gagne-pain pour amener mes enfants à l'école. Vous voyez, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Alors quand on dit, oui, c'est compliqué. Mais quand on dit que c'est compliqué, c'est encore plus dangereux pour nous que d'évoluer dans la complexité, dans les complications. Je vais dire ça comme ça. Si bien qu'on pourrait se demander, mais qui fait quoi? Que fait-on? Mais allons sur les conséquences du phénomène. Parce que là, on a évoqué les facteurs. On a beau chercher les sources, c'est qu'on est en face, on va dire, d'un dragon à plusieurs têtes. Qu'on ne sait même pas par quelle tête commencer. Alors, aujourd'hui, on est en face d'un phénomène. Qu'est-ce qu'on vit? Quels sont les effets sur les cibles dont nous sommes en train de parler? Oui. Comme on a cité, on a parlé des facteurs individuels liés intrinsèques à l'individu dans son évolution, et on a parlé des facteurs familiaux, on a parlé des facteurs environnementaux
on en a parlé des facteurs économiques. Oui. Il faut voir sur l'influence parce que ça ne coûte pas. Oui. C'est à tout porter. Donc, l'enfant peut retrouver comme quiconque, on peut même lui donner gratuitement. Oui. Et nous avons dit que c'est une addiction. C'est-à-dire que quand vous lui donnez un peu, après tout, il va en réclamer lui-même. Et ça devient une habitude. Il faut aussi noter que nous parlons des substances licites. L'alcool, le tabac, et puis certains excitants aussi, qui sont naturellement, on les trouve partout. Et quand on parle de l'alcool, on ne se réfugie pas seulement sur l'alcool comme les gens le pensent en fait. Les bières, ce sont des alcools. La boisson locale, c'est l'alcool. Mais bien sûr. Toutes sortes d'alcool. Donc, en le goûtant et en évoluant, on devient addict. Maintenant, les conséquences... Et le cannabis, d'ailleurs, qui était en réalité illicite. très répandu, illicite les gens, mais aujourd'hui, c'est en train d'être légalisé dans certains pays. Oui, pas dans tous les pays. Oui, mais dans certains pays, et les gens entendent ça sur les ondes. On se dit, ben, écoute, si on légalise, c'est que c'est une bonne substance. Alors que les conditions dans lesquelles c'est légalisé, on le connaît très bien. C'est à des fins thérapeutiques, comme on dit. Mais à chaque fois, quand il y a une possibilité, les gens détournent les usages. Alors que le truc, même déjà, dans la clandestinité, est consommé par un bon pan de la société. Aujourd'hui, donc, on va dire qu'il y a une certaine facilité à disposer on va dire des substances psychoactives. Oui, bien sûr. Lorsque vous prenez pas le cas de cannabis, effectivement, ce que vous avez dit, c'est pertinent. Lorsque vous allez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous tapez méfaits de cannabis, il y a peu d'informations sur la dangerosité de cette substance. Sur YouTube, par exemple, il y a peu d'informations. Mais vous allez voir que les gens vous disent que c'est bon, ça fait ceci, ça fait cela, tout ça. Mais en réalité, nous qui sommes dans le domaine, qu'on reçoit des cas d'addicts qui, avec toutes les conséquences, comment est-ce que ces personnes-là souffrent vraiment, il faut, alors, entre parenthèses, ces zombies que vous récupérez, oui, c'est vraiment, c'est difficile. C'est difficile, c'est vraiment difficile. C'est un problème, les parents souffrent. Vous voyez, vous trouvez un cas, il casse les choses, il détruit les choses, il devient violent, et parfois, il réfléchit pas sur la base de la raison. C'est-à-dire que si nous prenons pas le cas de cannabis, vous allez voir que la plupart des cas, on a tendance à observer que la substance a tendance dans le cerveau a tendance à désactiver la partie logique du cerveau et active la partie des émotions, des sentiments, des humeurs. C'est-à-dire que la personne réfléchit par émotion. On est plus impulsif. De façon impulsive. Et on réclame une certaine force, une certaine légitimité, un certain prestige, une certaine autorité. Ça fait que parfois pour les amener, il faut utiliser le questionnement pour les amener à la raison et pouvoir essayer de lancer la thérapie. Et là encore, si la personne n'a pas franchi le seuil, parce que ce que vous avez bien sûr. Si la personne a franchi le seuil, même le questionnement ne suffit plus. Bien sûr. Alors, je me pose une question. Allez-y, après je vais me poser ma question. Oui, le cannabis dont vous parlez est la deuxième, vient en deuxième position à 26%, après l'alcool qui est à 43%. Et après cela vient les opiacés médicaux, c'est-à-dire que les médicaments... Le tramadol qu'on a de l'autre côté. Qu'on retrouve même au bord de la route, les gens ne connaissent pas. Ils se disent, j'ai mal ici, je vais aller sur la route, tu prends un médicament, ça te calme, mais tu ne sais pas que tu es en train de te droguer. Donc, les conséquences, comme vous avez en parlé, ils sont vraiment vastes, mais je vais rapidement sur les conséquences économiques. Imaginez quelqu'un qui consomme 100 francs par jour. Après tout, va monter à 200. Après, c'est 500 au moins minimum. Arrêtons-nous là-bas. Si c'est 500 par jour, que son addiction peut lui prendre, et en un certain nombre d'années. Or, nous savons que quand la quantité de consommation augmente, la satisfaction, elle, autre baisse, et donc il va dépenser plus. La demande va être encore plus importante. Et il va perdre physiologiquement, c'est-à-dire physiologiquement, il devient malade, visible. Et donc,
il ne peut plus donner le même rendement. Cet individu n'est plus rentable. Il n'est plus rentable. Voilà. Donc, économiquement parlant, il dépense désormais pour la substance, aussi pour se traiter médicalement. Et puis, après tout, il va perdre son élan d'évolution sociale. Et ça impacte donc la société. Et il devient un cas social qu'il faut prendre en charge. Juste. Exactement. Le cercle vicieux. Ouais, alors, ce que vous êtes en train de dire, vous m'aviez dit qu'aujourd'hui, chez vous, vous proposez donc un lieu et place donc des substances médicamenteuses. D'accord, vous proposez la diététique pour pouvoir aider les gens. Est-ce que quand on en arrive à des individus qui ont pratiquement perdu la raison, le questionnement ne marche plus, est-ce que vraiment la diététique suffit? C'est juste une inquiétude. Hein? Oui, bon, ça fait 6 ans. Parce que la personne ne sait même plus ce qu'elle mange. Oui, ça fait 6 ans que nous sommes dans cette expérience. Oui. Et ce que je peux dire, c'est que c'est difficile. Si nous ne prenons pas exemple, d'abord, il faut se comprendre une chose. Et toutes ces drogues le contenu présente des milliers de substances toxiques. Oui. Par exemple, vous prenez par le tabac, il y a plus de 4000 substances psychoactives et cancérigènes et tout ça là. Donc, et vous allez voir, dans le principe actif, on parle de quoi? De la nicotine. Oui. Vous prenez pas, je vais juste citer 3 parce qu'il y en a, on ne peut pas finir, juste 3. Vous prenez par exemple l'alcool. Il y a plein de substances toxiques également, cancérigènes. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, l'organe de recherche sur les maladies de cancer au Canada a fait sortir un résultat qui fait froid au dos. On sait qu'aujourd'hui, la consommation, peu importe de l'alcool, peu importe la quantité, est susceptible, peut entraîner 8 types de cancers sur tout le processus de l'appareil digestif. Cancer de larynx, du foie, de foie, du côlon, ainsi de suite, de sein, ainsi de suite, Donc, il y a pas de doute là-dessus. Il y a des résultats scientifiques qui le demandent. Donc si on prend de l'alcool, que ce soit en petite quantité qu'en grande quantité, on est susceptible de développer un cancer. Bien sûr, bien sûr. L'étude est formelle. Oui, bien sûr. Donc, maintenant, le problème, au fait, le problème, c'est quoi? C'est que, ce que beaucoup ne savent pas, on connaît si nous prenons l'accord, on sait que il y a des vertus dans la consommation de l'alcool. C'est pour cela que vous allez voir cette consommation presque dans tous les peuples, les nations, dans le monde entier. Toutes les nations. Mais quand on dit qu'il y a des vertus dans la consommation de l'alcool, moi j'ai peur. Non, j'en viens. J'en viens. Maintenant. D'accord, j'en viens. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on sait que, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool, on s'est rendu compte que l'alcool donne plus de 200 maladies et traumatismes. Plus de 200 maladies et traumatismes. Donc, on oublie les vertus. Ok, pour ça, les gens ne savent pas beaucoup les conséquences négatives qu'on trouve dans l'alcool. Beaucoup ne savent pas, par exemple, les gens ne savent pas que l'alcool peut donner l'épilepsie, l'alcool peut donner AVC, crise cardiaque, cirrhose de foie, au moins ça quand même, cirrhose de foie alcoolique. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Voilà. Et la stérilité, les gens ne savent pas que l'alcool peut entraîner la stérilité au niveau de la femme, au niveau de... Il y en a plein. Même la folie aussi, les gens ne le savent pas. Mais voilà du poison qu'on ingurgite. Parce qu'il y a le poison, l'éthanol, c'est du poison. Et on trouve ça dans toutes les boissons, une fois qu'elle est soit distillée, soit fermentée. Et dès que le processus, dès qu'on trouve l'éthanol et toutes ces substances et tous ces dérivés, vraiment, il faut beaucoup réfléchir par rapport à... Mais monsieur le physiologue, c'est effarant quand on entend ça. Oui, effectivement, quand vous avez entendu vertu, j'ai été heureux que... En fait, les vertus dont il a parlé, c'est ce que la population dit. Ce n'est pas le spécialiste. C'est que les idées reçues, c'est que l'alcool est vertueuse. Voilà. Par exemple, on se dit, j'ai des soucis, je prends l'alcool. Ça se calme. J'ai une rencontre ce soir, je prends l'alcool, je pourrais bien parler. C'est des vertus éphémères encore.
et qui ne sont même pas vraies. Maintenant, des vertus inventées. Oui, il faut dire que quand vous consommez de ces substances, vous êtes en train d'endommager au minimum 4 organes. Le cerveau, Oui. le foie, les reins, le cœur, au minimum. Et donc, comme le directeur venait de le dire par rapport à l'alcool et particulièrement par rapport au tube digestif, ça veut dire que toutes ces substances que vous prenez, qui vont passer par là, vont causer beaucoup de dommages. Et donc, tous ces organes sont susceptibles de faire non seulement un cancer, mais plusieurs cancers autres à la maladies. fois. Bien sûr. Parce que quand on prend vous l'avez dit, l'intestin déjà, lui, va abriter plusieurs types de cancers, tout comme donc les autres organes. Ça veut dire qu'en réalité, comme je le disais, on est en phase d'un phénomène, on va dire, alambiqué, labyrinthique, c'est-à-dire que dans les recoins, tous les recoins, on tourne de gauche à droite, c'est qu'on rencontre des tonnes de problèmes, de difficultés. Oui, bien sûr. Et comme je l'ai dit, moi, lorsque je touche un peu la question des apports de solutions, où je reviens toujours, je vais toujours marteler, excusez-moi, je vais marteler sur ça jusqu'à la fin de votre télémission, c'est-à-dire la question de sensibilisation. Excusez-moi. Oui, je vais insister là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un problème de sensibilisation. Par exemple, si nous prenons par la question de l'alcool, c'est déjà quelque chose qui est sensible. C'est très sensible. Mais il faut qu'on fasse vraiment des sensibilisations. Est-ce que vous savez très bien que l'OMS interdit, déconseille la consommation de l'alcool pour les enfants des 0 à 17 ans? Et au Togo aussi. La législation. Mais là, dans la réalité, est-ce que c'est appliqué? Qui applique? Donc, c'est sérieux. Alors, dans le village, vous allez voir les mamans, elles vont au champ. Il y a un ami qui me disait qu'elle a vu une maman au champ, elle buvait et puis elle prend ça, elle donne à son bébé pour un remplacement de lait. Et puis elle est contente. Ouais, bon. Ben, on dit que le truc est vertueux parce que c'est du mil, c'est tonique. À l'état naturel. Ça donne de l'énergie. À l'état naturel, ça ici c'est préparé à l'état naturel. Ces vertus idéales, idéalisées dont on parlait, c'est bien ça. On est en train de finir cette émission comme ça. Le temps ne nous suffira jamais. On pourrait revenir forcément dans un autre numéro, continuer le sujet, les approches de solutions, vous l'avez dit. On va partir de la sensibilisation, interpeller chacun, jouer son rôle. Avec vous, peut-être dans les messages pour donc interpeller les gens et les autres. On va commencer par Clément Blantaré. Vous êtes physiologue au centre de traitement vie et santé. Vous tous, vous venez de là d'ailleurs. Alors aujourd'hui, s'il y a des messages à délivrer à ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'on dit? Il y aura des journées mondiales qui vont nous interpeller. On va encore revenir sur le sujet. Oui. C'est un sujet, c'est un problème très vaste. C'est un problème très vaste dont il ne faut pas imputer la responsabilité à un individu, à un organe, ou bien à un pays, ou bien à une zone donnée. Nous venons de dire que en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'étude a révélé qu'il y a une augmentation de consommateurs par rapport à la moyenne mondiale, qui est en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est 10%, alors que dans le monde entier, ça fait 4% en 2023. Donc, il faut vraiment que on prenne conscience dans les familles. C'est vrai, nous allons chercher du travail, nous allons nous excuser par-ci et là, mais que chacun revienne à l'éducation, je dirais, africaine. Et au mieux, que chacun prenne conscience du fait que le phénomène, ce n'est pas si moi j'ai fait chez moi, chez l'autre ça ne me regarde pas. Tant que chez l'autre ça ne te regarde pas, chez l'autre viendra brûler ta maison. Ouais, c'est-à-dire que l'enfant, avant, dans le quartier, c'est l'enfant de tout le monde. Vous le voyez sur le dépotoir, vous le renvoyez. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué. Sinon, vous en prenez à l'enfant de quelqu'un, il sort, vous vous retrouvez au commissariat. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que, c'est vrai, on a un fonds culturel quand même. Il faut garder ce fonds culturel. Et il faut encourager ceux que vous retrouverez dans ces situations. Il faut appeler le centre. Il faut appeler la société civile.
les personnalités, ceux qui ont le courage. Si toi, tu ne peux rien faire, il faut au moins informer. Voilà, il y a les CDQ, les CVD, vous pouvez informer le directeur de l'école. Maintenant, voilà, vous pouvez informer le directeur de l'école, le chef du quartier. Ce n'est pas une condamnation bien. De la dénonciation. Ce n'est pas une dénonciation. Ou bien c'est juste une prise de conscience. Voilà, bon, j'ai vu votre enfant dans telle situation. Est-ce que vous savez? J'ai vu votre enfant dans telle situation. Est-ce que quelque chose comme ça, ça permettra ce que l'éveil puisse être en alerte pour la continuité et ça permettra de récupérer un tant soit peu la société. Mais il faut aussi former les spécialistes dans le domaine. Il faut former les spécialistes dans le domaine. Il faut ouvrir des centres spécialisés pour la prise en charge. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour prendre en charge, on ne peut rien faire. Oui, parce que quand on récupère l'individu, il faut pouvoir le garder, le conduire jusqu'à terme, le sortir du tunnel. Sinon, la personne retombe dedans quand elle retombe. Nous avons dit que ceux qui vont vers le traitement, c'est les troubles liés à la prise de la substance qui les amènent en état déjà trop avancé. Donc, là, alors qu'il faut traiter la cause, il faut traiter d'abord la prise, c'est-à-dire qu'il faut aider la personne à sortir de la consommation de la substance. Et là, vous aurez résolu tous les problèmes. D'accord. On a compris combattre cette indifférence et puis mettre les structures en place, responsabiliser les gens, mais aussi avoir le courage de pouvoir, ne serait-ce que donner l'information sur les cas qu'on a dans nos quartiers. Clément Blantaré, merci. Vous êtes physiologue. Merci d'être passé dans cette émission. Oui, on va terminer avec vous, Lélène Noé Somdenatom. Merci. Le directeur du centre. Merci. Oui. La question est... Non, votre message. D'accord. Le message, c'est... d'abord, il faut que on se rende compte que l'heure est grave par rapport aux problèmes des troubles liés à la consommation excessive des substances psychoactives. Et les drogues, que ce soit les drogues légales ou que ce soit les drogues illégales. Comme on le dit, drogue légale, on parle de café, alcool, tabac, drogue illégale, cocaïne, crack, marijuana et tout ce que plusieurs connaissent. Donc, il faut que les parents, au niveau des parents, déjà, il faut que les parents fassent un effort pour avoir un regard sur les enfants. Il faut que, lorsque les enfants, il faut qu'ils observent aussi quel type d'amis, quel type de fréquentation. C'est très important. Il faut que les parents puissent savoir, lorsque les enfants, qui sont leurs amis. Quelqu'un, on dit souvent que, dis-moi, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, c'est très important d'avoir un regard et donner des informations aux enfants, surtout à la fin, lorsque l'enfant lorsque l'enfant rentre dans la phase de l'adolescence, il y a beaucoup de comportements, la physiologie change et tout ça là. Déjà, il faut pas imposer, parce que là, si vous ne savez pas faire, l'enfant risque d'être un rebelle. En voulant résoudre, d'être très dur avec l'enfant, vous risquez de transformer votre l'enfant à un rebelle. Comme discuter avec l'enfant. Essayez de discuter comme des adultes. Essayez de pouvoir leur donner les informations, les méfaits, la dangerosité de ces substances et pour qu'il puisse savoir, lorsqu'il a toutes les informations, lorsqu'il va rencontrer des amis qui vont lui faire les propositions de prendre, est-ce que tu vas pas prendre un peu pour résoudre ton problème? Il va savoir que non, attention, mes parents m'ont dit que là, ça c'est pas bon. Et ça va beaucoup aider à pouvoir réduire. Favoriser une bonne communication entre les parents et les enfants. Pour instaurer une certaine un climat de confiance entre les parents et les enfants. Afin que l'enfant puisse s'ouvrir, ne pas se cacher, pour que l'on puisse capter, on va dire, les nouvelles informations qui commencent pas à se loger dans son esprit. Merci donc, Lélène Noé Somdenatom, vous êtes le directeur du centre de traitement vie et santé. Vous nous venez de Notien. Monsieur Blantaré voulait ajouter quelque chose, mais on est à la fin de l'émission. Rassurez-vous, nous allons nous retrouver encore dans un autre numéro parce qu'il y a tellement de choses à redire par rapport à ce sujet. Chers téléspectateurs, vous nous avez écoutés avec intérêt, comme d'habitude. Restez-nous fidèles, comme vous savez l'être, et gardez l'œil rivé à notre écran. Le meilleur reste à venir. À très bientôt.